Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui sous une chaleur difficile à tenir. Vidéo aujourd'hui sur le sujet du Type Driven Design sur la chaîne de Duplo.js avec ma chaîne Mate-moi ce code, n'hésitez pas à aller vous abonner. Donc on va commencer simple, le Type Driven Design c'est quoi ? Littéralement la signification c'est la conception guidée par le type, donc basiquement ça va être de typer avant de coder, mais type n'est pas tout le temps égal à type. Je m'explique. En fait, la plupart du temps, quand on parle de typage, les développeurs pensent qu'on parle de typage machine. Parce que à la base, c'est pour elle que ça a été créé. Quand vous avez votre petit code C, que vous déclarez vos variables, string, char, char, int, etc., ça va indiquer au compilateur comment est-ce que la donnée doit se ranger au niveau de la mémoire. Mais aujourd'hui, en fait, le typage, c'est quand même bien plus que ça. Le typage est devenu un réel allié de la conception de logiciels. Il permet aux développeurs de beaucoup mieux structurer leur code. Il crée l'identité d'une donnée en regroupant et nommant des valeurs. Le modèle le plus basique serait celui d'un utilisateur. Un âge, un nom, et les deux réunis, ça forme notre modèle user. TypeScript est un exemple parfait pour illustrer ça. Le typage ne sert absolument à rien en runtime, il n'est qu'un outil pendant la phase de développement. L'un des atouts principaux du typage, c'est d'intervenir avant la phase d'exécution. Résultat, c'est pendant que vous êtes en train de développer que vos erreurs vous apparaissent. Donc ce qui était avant des prérequis pour avoir de la cohérence mémoire quand vous lancez un programme, aujourd'hui ce sont juste des obligations à remplir. Et vu que les types sont des informations explicites, il est donc tout à fait possible de lancer un programme sans aucune erreur inattendue, car notre compilateur nous aurait averti en amont. Mais bon, dit comme ça, finalement, est-ce qu'on fait pas déjà tous un peu du Type Driven Design ? Spoiler, non. C'est bien plus que ça. En fait, on pourrait croire que c'est juste typer les entrées et les sorties de nos méthodes, de nos classes, d'implémenter des interfaces. Et non, il y a toute une réflexion pour contrôler correctement toute l'exécution et que vous puissiez être serein. Bon, ici on a un bon exemple de ce qu'il faut pas faire. Le typage, certes, a été défini en entrée et en sortie, mais la donnée à l'intérieur, vous voyez bien qu'elle n'est absolument pas cohérente. Rien ne m'oblige à remplir les champs qu'il faudrait, rien ne m'oblige d'ailleurs à une quelconque conformité en fait. Donc une des solutions dans le Type Driven Design, c'est d'identifier correctement les différents états de votre donnée. En identifiant les différents états, ici, ça a pu complètement résoudre notre problème. Donc là, avec cet exemple, vous pouvez voir qu'effectivement, c'est beaucoup plus difficile de se tromper. Là où avant, il aurait fallu combler avec des tests unitaires, ici, vous auriez non seulement moins de tests à effectuer, et surtout, les tests seront plus pertinents. Je viens de m'apercevoir au montage que j'ai oublié une petite scène. En fait, il y a un point important dans le bout de code que vous venez de voir, c'est qu'ici, on demande directement l'état conforme à l'entrée. Donc on a délégué la responsabilité de vérifier si oui ou non la donnée était dans le bon état. Là où effectivement, sur la donnée mal structurée, on serait obligé de faire en amont un petit if pour vérifier et faire un return d'une erreur. Encore une fois, ça demande moins de tests unitaires. Et en plus, ça encourage la factorisation de la vérification. Point un peu important à comprendre, mais en fait, les logiciels, grosso modo, ce ne sont que des programmes qui font transiter la donnée d'état en état. Alors certes, je grossis un peu le trait. Il y a aussi toutes les phases de communication, toutes les phases de synchronisation, etc. Mais la plupart du temps, c'est ce que vous allez faire, et c'est ce dans quoi votre métier va se cacher d'ailleurs. Donc, si finalement vous arrivez à correctement identifier tous les états de votre donnée, que vous les structurez, que vous les rendez discriminables et identifiables, le reste ne sera que de l'implémentation bête et méchant. Et donc, quasiment impossible à rater finalement. La robustesse, c'est au cœur du Type Driven Design. Le typage, ça peut vous paraître un peu verbeux, mais en fait, à très court terme, vous allez avoir de très gros gains. Dès lors que vous faites l'implémentation ou que vous effectuez un changement, toute votre codebase va s'illuminer en rouge. Votre code deviendra résistant aux erreurs que vous pourriez glisser au fur et à mesure du temps en fait. Et l'impact de chacun des choix que vous faites vous sera immédiatement indiqué. Et là, vous vous dites, ah merde, j'ai 100 erreurs. Mais non, en fait, c'est pas ça qu'il faut se dire. C'est putain, il y a 100 erreurs qui ont été identifiées. Ça, c'est un truc que les mecs qui ne font que du JavaScript ne comprendront jamais. Ça ne sert à rien d'avoir toute sa codebase en tête en permanence, et si tu pars une semaine d'ailleurs c'est mort, tu te souviens plus de rien. Le typage c'est du contexte importé d'un autre endroit, donc ça permet localement d'avoir du contexte d'ailleurs. Et donc là après, une fois que tout est en rouge, le plus simple c'est de naviguer tranquillement de ligne rouge en ligne rouge grâce à la petite commande TSC pour vérifier le typage, et on réimplémente sans aucune difficulté. Il y a évidemment plein d'autres concepts dans le Type Driven Design que je détaillerai dans plein d'autres cours avec Duplo.js. Bon, du coup la question qu'on peut se poser c'est quel langage utiliser. Alors en fait tous les langages peuvent faire en théorie du Type Driven Design. Tous les langages ne sont pas optimisés pour le Type Driven Design. Java, par exemple, serait peut-être un excellent candidat, parce qu'on est tous d'accord que c'est un langage très fortement typé. Mais le souci, c'est que chaque détail demande énormément de fichiers et de code pour qu'il fonctionne. Et malheureusement, les génériques manquent encore un peu de flexibilité. Pour moi, il y a 4 critères à peu près pour que un langage soit optimisé pour le Type Driven Design. On retrouve en premier le support des union types, le support des intersections, une catégorisation des types et un système de générique avancé. Et donc, force est de constater, pour garder une robustesse et une vélocité, on est obligé d'utiliser TypeScript. Mais bon, je reviens quand même en précision sur ces points. Le support des union types, grossièrement, c'est des ou. On va pouvoir mettre plusieurs valeurs les unes à côté des autres et indiquer qu'une variable est soit ça ou ça. L'avantage des unions, c'est qu'on peut les discriminer. Donc là, grâce à la clé type, on indique que c'est once. Résultat, le type suit, la valeur nous indique quelles propriétés sont disponibles. C'est un point non négociable. Parce que comment voulez-vous identifier les états si vous ne pouvez même pas les mettre les uns à côté des autres? D'ailleurs, vous pouvez remarquer que quand je fais référence à la valeur, il y a uniquement la clé type qui est disponible. Car tant qu'on n'a pas discriminé, le reste des clés
clé n'est peut-être pas présent tout simplement. Deuxième point, le support des intersections. Bon là c'est simple, c'est l'inverse, c'est un et. Là par exemple pour un objet, ce type représente tous les objets qui est en intersection, donc il possède toutes ses propriétés. Ça permet de plus facilement composer ces types. Point important quand même, chacun de ces objets sont maintenant indissociables, donc une fois unis on peut pas les désassembler. Donc troisième point, une catégorisation des types. Il faut que les types appartiennent à des ensembles, ce qui leur permet d'être manipulés et comparés les uns aux autres. L'exemple le plus simple, j'ai une string. String c'est un ensemble très large. À l'intérieur il y a toutes les literal strings qui existent au monde. Une string littérale est étendue de l'ensemble string, mais par contre string n'est pas étendue de l'ensemble string literals. Et comme vous pouvez voir, ça nous permet de faire des conditions ternaires. Et du coup ça annonce le dernier point, le système de générique avancé. Il faut absolument un système qui permet d'inférer les arguments, ce qui veut dire de déduire les arguments en fonction de ce qui est rentré. Donc là vous pouvez voir, on met le petit 12 dans la fonction et on ressort le 12 dans une string. Et ce qui est génial avec les génériques dans TypeScript en plus, c'est qu'on peut créer des types comme si c'était des fonctions, leur donner des génériques et les manipuler avec leurs ensembles pour recréer des nouveaux types. Ça nous permet de faire des choses quand même très complexes et surtout très intéressantes et très flexibles. Donc voilà, sans ces 4 points, j'ai du mal à croire qu'un langage peut faire du type-driven design de manière robuste en gardant une très bonne vélocité. Et ce cours il sera accompagné quand même de Duplo.js. En vrai c'est parce que TypeScript ne se suffit pas à lui-même. Il a été conçu pour facilement migrer de JavaScript vers TypeScript. Résultat, il y a plein de fonctions et plein de choses qui sont très mal typées. Et Duplo.js est venu finalement un peu corriger le tir. C'est un écosystème dans lequel ils ont absolument recréé toutes les fonctions de base pour manipuler des données et également ajouter des éléments du fonctionnel comme le either, comme le pattern matching, etc. Ce qui permet de rendre TypeScript encore plus intéressant. C'est un écosystème très large qui couvre beaucoup de problématiques, mais nous on va utiliser majoritairement les utils de Duplo.js. Bon, ce sera tout pour cette introduction et je vous propose qu'on se retrouve pour le prochain chapitre, typer l'intypable.